C'était maintenant le plein été. Le ciel était, de temps en temps, traversé d'orages. Lors d'une épouvantable tempête, alors que la mer était creusée d'énormes vagues, un officier vint annoncer à Germanicus qu'une petite flotte romaine, comprenant des vaisseaux militaires, était en difficulté à la pointe nord de l'île. Aux signaux, on avait compris qu'il s'agissait fort probablement du convoi qui conduisait en Syrie le nouveau gouverneur. Au moment où mon père se préparait à donner à l'officier les ordres nécessaires pour que l'on tentât de porter secours aux hommes en danger, ma mère le prit à part et lui murmura quelque chose à l'oreille. Et lui, avec douceur, l'éloigna de lui, et de la tête fit signe que non. Je sus depuis qu'elle avait suggéré de ne pas risquer de vie humaine pour sauver un homme dont elle n'attendait rien de bon. Et c'est cela que mon père avait refusé. Des marins de la flotte mirent donc une trirème à la mer et se dirigèrent vers l'endroit de la côte où les navires de Pison étaient drossés vers une ligne d'écueils. On réussit à lancer une amarre au bateau le plus dangereusement engagé et à le tirer d'affaire. C'était bien celui du proconsul. Le soir même, accompagné de sa femme, Plancine, Pison dînait à la table de Germanicus et d'Agrippine. Gaius et moi n'assistions pas au dîner, et nous dormions depuis longtemps lorsque le repas commença, mais nous avions assisté aux préparatifs et à l'arrivée de nos hôtes. Dès que l'on avait été sûr que le proconsul et sa femme étaient sains et saufs, la maisonnée entière s'était affairée. On ralluma le foyer des bains. Lorsque Pison et Plancine arrivèrent, l'étuve était prête. Ils en avaient grand besoin. Tous deux étaient mouillés, leurs vêtements, imprégnés d'eau de mer, pendaient lamentablement sur leurs épaules. Je me trouvais dans la cour de la maison lorsqu'ils la traversèrent pour gagner les bains. Pison m'avait frôlé, mais sans me voir, ou du moins sans en avoir l'air. Il m'avait paru énorme. Il avait l'air renfrogné et n'avait eu pour mon frère, qui naturellement n'avait pas voulu manquer le spectacle, et pour moi, aucun de ces gestes d'amitié que l'on a d'ordinaire pour les enfants, et auxquels nous avaient habitués les visiteurs. Plancine n'avait pas été plus aimable. Elle semblait surtout préoccupée de savoir si le collier qui pendait à son cou était toujours là. Elle le faisait glisser entre ses doigts et jetait sur tout ce qui était autour d'elle des regards farouches. Ni mon père, ni ma mère n'avaient voulu se trouver sur leur passage, se doutant bien que, ni lui ni elle surtout, ne souhaitait être vue dans l'état où les avait mis leur aventure. Après le bain, qui dura un temps infini, on les conduisit dans la chambre qui leur était destinée. Pison en ressortit assez vite, tandis que Plancine s'y attardait, en compagnie d'une servante de ma mère, qui avait été mise à sa disposition. À ce moment, je n'étais pas encore couchée, et l'impression déplaisante que Pison m'avait faite se trouva renforcée. Cette fois, Germanicus l'attendait, dans ce que les Grecs appellent la salle des hommes. Pison ne put se dispenser de le remercier. Il le fit brièvement, et avec ce qui me parut être la plus mauvaise grâce du monde. Et aussitôt, il déclara que tout cela était bel et bon, mais qu'il ne pouvait s'attarder, qu'il devrait repartir dès le lendemain, n'étant pas là, dit-il, pour vivre à la grecque, que ces maudits orientaux ne rêvaient qu'à jouer de mauvais tours à leur maître romain, et qu'il fallait ouvrir l'œil. Ces discours n'avaient pas l'air de plaire à mon père. Lorsqu'il s'aperçut que j'écoutais, il me prit dans ses bras, m'embrassa, et me remit à ma nourrice, qui ne me perdait jamais de vue. Il la pria de veiller à ce que je dorme au plus vite, car la nuit était déjà tombée. Ma nourrice m'emmena donc, tandis que Germanicus et Pison poursuivaient leur conversation, qui semblait n'avoir rien d'amical. En traversant l'une des salles qui entouraient la cour, pour gagner le premier étage où j'avais ma chambre, j'aperçus ma mère et Plancine, assises à quelque distance l'une de l'autre, raides sur leurs chaises. Je ne les entendis pas échanger un seul mot. Plancine ne dit rien pendant que j'embrassais ma mère, vers laquelle j'avais couru. Je n'existais pas pour elle, ce qui me vexa beaucoup. Le lendemain matin, lorsque je m'éveillai, le proconsul et sa femme étaient déjà partis.
Les quelques paroles que j'avais entendues me donnaient à réfléchir. Le proconsul avait eu l'air de dire que nous vivions à la grecque, et dans sa bouche, ce n'était certainement pas un compliment. Qu'était-ce donc que de vivre à la grecque? Cette fois, ce ne fut pas à ma nourrice que je le demandai, mais au précepteur de Gaius, qui me paraissait plus capable qu'elle de me répondre sur un sujet aussi difficile. Ma question fut accueillie par un grand éclat de rire. Il a dit cela, ce Pison que nous avons arraché aux chiens de Poséidon, que nous vivions à la grecque? Mais comment un homme digne de ce nom peut-il vivre autrement? Veut-il que nous imitions les loups des forêts ou les bêtes sauvages, qui n'ont qu'une tanière et dévorent leur proie sans associer aucun ami, aucun compagnon à leur repas? Tu vois, petite fille, autrefois, au commencement du monde, les hommes vivaient dans les bois et les déserts des montagnes, où ils disputaient leur nourriture aux animaux et aussi aux autres hommes. Ils ne connaissaient aucune loi. Ils étaient parfaitement libres et parfaitement malheureux. Pour se détendre, et aussi pour attaquer, ils cassaient de grosses branches aux arbres des forêts et s'en faisaient une massue. Ils aiguisaient aussi des pierres dures qui leur servaient de hache. Ils ignoraient qu'il existe des dieux, que tout ce que l'on a envie de faire n'est pas permis. Cet état dura longtemps. Enfin, les dieux eurent pitié d'eux. Quand ils eurent fini eux-mêmes de se combattre, que Zeus fut devenu leur roi et leur seul maître, ils s'occupèrent enfin des hommes, qu'ils voyaient nus et misérables, sans maison, réduits à une nourriture de bêtes, car ils ne connaissaient pas le feu. Le feu, ce fut non pas un dieu, mais un géant, un cousin de Zeus, qui le leur donna. Je te raconterai cette histoire un autre jour, ce serait trop long aujourd'hui. Quand ils connurent le feu, qu'ils surent l'allumer avec de la mousse sèche et en conserver l'étincelle au cœur d'une bûche de chêne, sous la cendre, tout devint facile. Un feu qui brûle, tu sais, cela attire les hommes, qui se groupent volontiers autour, et voilà le commencement de l'amitié. Puis, lorsque, pour mettre ce feu précieux à l'abri de la pluie, on eût imaginé de l'allumer dans quelque caverne, ou s'il n'y avait pas de caverne ni de toit naturel, de le protéger en fabriquant un avec des branchages, voilà que l'on avait inventé les maisons. C'était un grand progrès, n'est-ce pas? Une grande conquête. Puis, ces hommes, qui n'avaient plus à combattre aussi durement pour vivre, qui avaient découvert qu'en se groupant, en s'aidant les uns les autres, ils augmentaient leur pouvoir sur les choses, imaginèrent des plaisirs inconnus. Il y en eut qui fabriquèrent des flûtes, en attachant avec de la cire des roseaux les uns aux autres. D'autres qui imaginèrent de faire sécher des intestins d'animaux, d'en fabriquer des cordes qu'ils tendaient sur des carapaces de tortues, et c'était la lyre. Mais pour celle-ci, il fallut qu'un dieu s'en mêle. Ce dieu, c'est Hermès. Tu sais, votre Mercure. Mais ce n'est pas tout à fait le même. Votre Mercure est un marchand qui parcourt les routes. Notre Hermès aussi voyage, mais il emporte sa lyre. Voilà, petite fille, ce que c'est que de vivre à la grecque. C'est ne jamais oublier que l'on est un homme, et c'est donner au plaisir la part qui lui revient. Tu vois, même les bêtes se plaisent à prendre du repos, à se détendre au soleil. Les oiseaux chantent chaque matin et chaque soir. Les papillons savent reconnaître les fleurs les plus belles. Même les épines sauvages à la saison se couvrent de roses. Et Pison voudrait que les hommes soient toujours renfrognés, ne pensent qu'à la manière dont ils amasseront toujours plus de richesses, obtiendront toujours plus de pouvoir, aux dépens de leurs rivaux. Je ne sais si, pour lui, une telle vie est la seule qui soit digne d'un Romain. Mais est-elle vraiment digne d'un homme? Tout ce que j'entendais me paraissait vrai. Je ne savais pas que j'écoutais ce matin-là ma première leçon de philosophie. Après la visite de Pison, qui nous avait trouvés à Rhodes, mon père s'absenta pendant une assez longue période. Gaius m'apprit qu'il était parti vers le nord, dans un pays où les montagnes étaient redoutables, le climat rude et, ajouta-t-il d'un air important, où l'on avait besoin d'un Romain pour mettre de l'ordre. Il s'agissait de l'Arménie, qui n'était encore qu'un nom pour moi. Ce que me dit ma mère, de la façon dont y vivaient les habitants, me rappela le tableau que le précepteur de Gaius
m'avait fait des premiers temps de l'humanité. Elle me parlait de grands banquets, de chasses interminables dans les forêts. Ces gens-là ne vivaient pas à la grecque, à la romaine non plus. Et je commençais à comprendre que le monde est empli de variétés, que les peuples diffèrent entre eux, et que mon père, comme Romain, avait pour rôle de faire qu'ils vivent tous en paix. Pendant la fin de l'année, nous quittâmes Rhodes pour aller de ville en ville, à travers l'Asie. Nous rencontrâmes Pison et Plancine 2 ou 3 fois seulement, et les choses se passèrent mal. Pison se montrait violent. Je me rappelle une grande colère de sa part, à la table d'un roi, quelque part au milieu du désert, sous une tente. Le roi avait offert à ses hôtes romains des couronnes d'or. Sachant distinguer les degrés de la hiérarchie, et croyant bien faire, il avait remis à Germanicus et à Agrippine des couronnes très lourdes. Celles de Pison et de Plancine étaient beaucoup plus légères, ce qui fit enrager le proconsul, qui demanda insolemment au roi s'il prenait Germanicus pour le fils d'un roi, et non un magistrat romain, et lui conseilla, dans son propre intérêt, de ne pas encourager chez lui le goût du luxe. J'entendais tout cela depuis la table où nous étions assis, nous, les enfants. J'étais effrayée par les éclats de voix de Pison, rassurée seulement par le calme que conservait mon père. Les mots du précepteur me revenaient. Si mon père vivait à la grecque, n'avait-il pas raison de le faire? Vivre à la grecque, il ne s'en priva pas, tout au long du voyage que nous fîmes, peu après en Égypte. D'abord, il abandonna le costume officiel romain, remplaça les lourdes chaussures militaires par des sandales, dépouilla le manteau rouge du chef pour une tunique de lin. Il avait réellement l'aspect d'un grec. Je l'aimais bien ainsi. Il me semblait plus jeune, moins sévère. En réalité, mais cela je ne pouvais le savoir, il avait, en pénétrant en Égypte, violé une interdiction qui remontait à Auguste. Il le faisait en pleine connaissance de cause, et c'est peut-être cette audace qui lui donnait cet air de majesté, de noblesse que je lui voyais. Mais sans doute pensait-il en même temps que, représentant son père Tibère, il avait le droit d'inclure dans son voyage d'inspection la province la plus riche, la plus célèbre, la plus étrange de tout l'Orient. En quoi je le sus depuis, ce voyage dans les pays du Nil des plus forts à Tibère, et peut-être provoqua-t-il la catastrophe. Mais de cela, personne ne peut être sûr. Il y a maintenant 36 années que Germanicus vint à Alexandrie, où se trouvait le préfet, représentant personnel de l'empereur, et que, à partir de cette ville, il s'embarqua avec nous pour remonter le cours du Nil. Quel souvenir ai-je gardé de cette longue croisière? Je ne saurais le dire exactement, tant depuis lors, les choses et les gens d'Égypte ont été mêlés à ma vie. Ce que je vois, lorsque j'essaie de me souvenir, c'est d'abord le navire qui nous portait et au-dessus de nous le ciel, d'un éclat impitoyable à certaines heures, mais qui prenait, selon le moment du jour, toutes les nuances du bleu, depuis l'azur le plus léger jusqu'aux couleurs sombres de la nuit. Puis, il y avait l'aspect des rives. Le bord du fleuve était couvert d'une végétation épaisse, de roseaux, et aussi d'une plante que je ne connaissais pas et qui est le papyrus. Le précepteur de Gaius, qui restait mon principal informateur, m'apprit que l'on s'en servait pour fabriquer une sorte d'étoffe qui, séchée, se prêtait à recevoir l'écriture. C'était, me dit-il, moins commode que nos tablettes recouvertes de cire, mais cela tenait moins de place dans les armoires des bibliothèques. Parfois, entre les roseaux et les papyrus, j'apercevais de larges feuilles, toutes plates, entre lesquelles s'ouvraient des fleurs blanches ou roses, que je trouvais très jolies. On me dit que dans cette végétation vivaient plusieurs espèces d'animaux. L'un de ceux-ci était le crocodile, que l'on me décrivit, et je me souvins en avoir vu un à Rome, dans un bassin d'une villa. Il avait l'air endormi, couché à plat ventre dans l'eau. Il était si tranquille que j'avais voulu m'en approcher. On m'en empêcha vivement. Je n'avais plus du tout envie d'en voir. Tout dangereux qu'il soit, cet animal est adoré comme un dieu par les Égyptiens, qui l'appellent Sébek ou Sobek. Depuis lors,
j'ai entendu bien des merveilles sur les crocodiles, notamment de la part de notre ami, Balbillus, qui est actuellement préfet d'Égypte et qui est fort savant. Il nous a dit qu'il avait vu, à l'embouchure du Nil, un combat que se livrèrent des crocodiles et des dauphins. Ceux-ci voulaient pénétrer dans le fleuve, les crocodiles s'y opposaient. Ce furent comme deux armées acharnées l'une contre l'autre. Le dos du crocodile est semblable à une cuirasse, mais son ventre est mou. Les dauphins se glissaient sous le ventre de leurs ennemis, et, se servant comme d'un poignard de leur nageoire, qui est fort aiguë, ils les massacraient. Je ne savais pas encore tout cela, et je redoutais aussi de voir apparaître un autre animal, que l'on appelle le cheval du fleuve, l'hippopotame, qui est, m'avait-on dit, le compagnon habituel de Sobek. Dans la plaine, qui s'étendait de part et d'autre du fleuve, au-delà de la zone dangereuse et des eaux stagnantes du bord, j'apercevais des arbres qui formaient des bouquets. Certains m'étaient familiers, d'autres inconnus. Je reconnaissais bien des sortes de palmiers, semblables à ceux que j'avais vus à Rome, mais ceux-ci étaient plus grands, plus élancés, et ils portaient à leur faîte des grappes de fruits. De loin en loin, on apercevait des enclos que l'on devinait plantés d'arbres, dont le feuillage, très touffu, s'élevait au-dessus des murs. Ce qui me surprenait beaucoup, c'est que, presque chaque jour, nous voyions, au loin dans la campagne, des constructions étranges, des sortes de tours carrées qui ressemblaient à des portes gigantesques. On me dit que c'étaient celles des sanctuaires ou bien des tombeaux. Les unes s'élevaient dans la plaine, d'autres au flanc des falaises ou des montagnes qui fermaient la plaine et qui avaient de belles couleurs, rouges ou ocre, rarement plus claires. Entre les montagnes et nous, des champs où travaillaient des paysans. Ils habitaient sans doute dans les cabanes, tantôt isolés, tantôt groupés en villages qui apparaissaient de loin en loin. Je trouvais ce voyage fort agréable. Je passais presque toute la journée à courir sur le pont du bateau. Ou bien, lorsque j'étais fatiguée, je trouvais asile sous la tente ménagée à l'arrière, où ma mère aimait à demeurer en compagnie de quelques-uns de nos gens. Le bateau glissait doucement, sans à-coups, sous l'impulsion des rames. Même pendant la grande chaleur de midi, lorsqu'il n'y avait aucun souffle d'air, notre mouvement n'en faisait pas moins naître une brise légère qui nous rafraîchissait. Mon père, lui, lorsqu'il ne restait pas près de nous, était fort occupé à recevoir des messages que lui apportaient des cavaliers qui, courant le long du fleuve, n'avaient aucune peine à rattraper notre navire. Le message lu, il fallait répondre, ce que Germanicus faisait sans délai. De temps en temps, notre navigation s'interrompait pour quelques heures, et nous allions à terre visiter un monument, un temple, un palais de quelque ancien roi à demi ruiné, mais où se dressaient encore des statues et des murs sur lesquels étaient gravées d'étranges images, accompagnées de signes mystérieux. Depuis Alexandrie, nous avions avec nous Chaérémon, l'écrivain sacré, que je devais appeler plus tard auprès de Néro. Il nous accompagnait lorsque nous allions voir un monument ancien, et il expliquait à mon père, qui s'y intéressait fort, la signification des signes et des scènes que l'on voyait. Quant à moi, cela me laissait indifférente. J'étais satisfaite si je pouvais retrouver, ici ou là, des silhouettes familières, qui ressemblaient à celles qui décoraient notre maison du Palatin. Isis était naturellement ma préférée. C'était ma plus vieille connaissance parmi les divinités du Nil. Il y avait aussi Anubis, avec sa tête de chacal, qui lui donnait l'air d'un grand chien. Il m'inspirait des sentiments mêlés. J'aimais beaucoup les chiens, et je n'avais aucune raison de refuser ma sympathie à ce dieu qui leur ressemblait. Mais ce chien-là ne souriait pas. Il ne penchait pas la tête de côté pour vous regarder, comme font les vrais chiens. Il avait l'air si sérieux, si grave. Lorsque j'en demandai la raison à Chaérémon, il me répondit qu'Anubis avait pour fonction d'accompagner les morts dans leur dernier voyage, et qu'il n'aurait pas été convenable qu'il ne partage pas le chagrin que tous les êtres vivants éprouvent devant la mort. La mort. Je la découvrais partout, dans cette Égypte où tout en parlait, où les vieilles pierres se dressaient au milieu du désert et où les tombeaux occupaient tant de place.
À vrai dire, cette omniprésence de la mort sur cette terre ne m'attristait pas. C'était un spectacle, et la nouveauté l'emportait sur tout autre sentiment. Je n'avais pas encore l'expérience du bouleversement que nous cause la disparition d'un être cher. Je ne savais pas que, bientôt, mais je n'étais qu'une petite fille, heureuse, entre un père admiré et la tendresse d'une mère. Gaius, lui, comme de coutume, était partout à la fois. Il harcelait Chaérémon de questions, et comme j'étais le plus souvent avec eux, j'entendais les réponses. Ce qui m'apprenait beaucoup. J'étais loin de tout comprendre, pas plus d'ailleurs que Gaius, mais les propos de notre guide nous laissaient, à mon frère et à moi, une impression profonde, le sentiment que dans ce pays se découvrait le secret du monde, l'explication de tout ce qui existe, que lui seul était réel, que partout ailleurs il n'y avait que des apparences. À Rhodes, j'avais appris à connaître Hélios, le soleil et son char. Ce soleil, je le retrouvais en Égypte. Il n'était plus porté par un char, mais par une barque, et cela me semblait assez naturel, puisque dans ce pays, on devait certainement voyager en bateau, comme nous le faisions. J'appris aussi que le soleil ici s'appelait Ré, et il me le montra sur les reliefs que nous visitions, où on le voyait comme un roi. Peu à peu se formait en nous une idée de la royauté. Elle nous semblait une part de l'ordre du monde. Il n'y a qu'un soleil, il éclaire tous les hommes. Sa lumière illumine le monde entier, disait Chaérémon. Dans son royaume, le roi fait de même, comme ce serait beau si tout ce qui existe était placé sous la protection et le pouvoir d'un seul roi. Les rois d'autrefois en avaient rêvé. Ils faisaient entourer leur nom sur les inscriptions d'un cercle fermé, pour signifier que la terre entière était leur royaume, tout ce que le soleil éclaire. Ils n'ont pas pu réaliser leurs rêves, mais, et il se tournait vers Germanicus, qui écoutait tout cela, peut-être l'empereur de Rome saura-t-il le faire. Toi-même on me dit que tu es allé plus loin que nul autre chef vers le couchant et vers l'étoile du Nord. L'an dernier tu étais aux portes de l'Orient, et te voici maintenant en route vers l'Éthiopie, au-delà de laquelle il n'y a que du sable et du désert. Mon père ne répondait pas, mais il prenait, en écoutant, l'air plus grave que de coutume. Pour moi je n'étais pas fort étonnée à l'idée que Germanicus fût une sorte de dieu soleil. L'idée m'en avait déjà effleuré à Rhodes, mais cette fois, il n'était plus question que quelque usurpateur lui dérobe son char et en fasse mauvais usage. Et moi, je ne serais pas transformé en peuplier. D'ailleurs, il n'y a pas de peuplier dans ce pays. Chaérémon, cependant, continuait de parler. Tu as certainement compris que tout, ici, est une image du soleil. Tout ce que tu vois est une allusion à sa toute-puissance. Le dieu Auguste l'avait bien compris, lui, qui a fait transporter à Rome tant d'obélisques. Tu n'ignores pas qu'un obélisque, cette pierre aiguë qui se dresse vers le ciel, est le symbole d'un rayon de soleil, droit, inflexible comme lui. Aussi en élevait-on autrefois devant les temples, pour marquer cette union du ciel et de la terre. Toi, disait-il encore, qui aimes tellement à pénétrer les secrets de l'univers, qui étudies la science des astres, tu sais mieux que personne que tout ce qui existe n'est en réalité qu'un seul être, aux 1000 formes, ineffable. L'avenir comme le passé sont inscrits dans le ciel. Tout ce que nous disons des dieux, tout ce qu'en ont dit nos ancêtres, dont tu vois les monuments, sont, pour nous autres hommes, des manières d'approcher la vérité. Prier les dieux, c'est aussi le moyen de nous la rendre accessible, et, si notre foi est assez forte, de faire qu'elle se réalise. Et ne crois pas que le destin, tel qu'on peut l'entrevoir dans le mouvement des astres, soit aussi rigide, inflexible qu'on le dit. Sans quoi, les dieux n'auraient plus aucune place, aucun rôle dans le monde. Il y a là un grand mystère, je le sais, mais un roi n'est jamais contraint de faire ce qu'il fait, et son acte n'est jamais sans conséquence pour l'ensemble des hommes, et non seulement pour ceux qui dépendent directement de lui. Telles étaient les paroles de Chaérémon, et si j'avais été en âge de les comprendre, cela aurait été ma deuxième leçon de philosophie. Mais bien sûr, elles ne m'étaient pas intelligibles, et je ne les écoutais d'ailleurs que d'une oreille.
Gaius, je le voyais, n'en comprenait pas davantage, mais il se donnait l'air grave, aussi sérieux que s'il avait lui-même médité profondément sur le mystère du monde. En revanche, lorsque nous étions seuls avec lui, il ne tarissait pas de questions. Il avait entendu dire que les rois d'Égypte épousaient leurs sœurs, et cela le ravissait. Il demandait à Chahéremon si c'était vrai, tout en me lançant un regard de côté. Il se faisait expliquer, aussi, comment on choisissait les rois dans l'ancien temps. Sur ce point, Chahéremon dit seulement que le fils d'un roi devenait roi lorsque son père mourait. Du moins, cela se passait-il ainsi le plus souvent. Le jeune prince, parce qu'il était fils de son père, et ce père le fils du dieu Ré, devenait à son tour le fils de celui-ci. Et c'était Ré qui lui communiquait à la fois le pouvoir et la sagesse. Un jour où nous étions descendus à terre et allés voir un temple qui se trouvait dans le voisinage, un temple assez neuf, mais qui ressemblait à tous ceux qui avaient été construits pendant des siècles, il nous montra un relief où l'on voyait un prêtre qui tenait dans ses bras la statue d'un roi. J'avais appris à les reconnaître, à la coiffure qui surmontait leur tête, et l'élevait en direction du ciel. En face du prêtre, on voyait le soleil qui sortait de l'horizon. Il semblait éclairer la statue du roi, et elle seule. Il nous expliqua que cela se passait souvent de cette façon, qu'il y avait des cérémonies, au cours desquelles les rayons du soleil, chargés de la force du dieu Ré, pénétraient le corps et l'âme du roi, renouvelaient sa divinité, le rendaient non seulement vigoureux, brave, infatigable, mais aussi juste envers ses sujets. J'écris tout cela aujourd'hui, après tant d'années, mais naturellement, ce ne sont pas là mes souvenirs d'enfant. Les quelques images qui avaient subsisté en moi ont été complétées, rajeunies, par tout ce que m'a dit Chahéremon au cours de longues conversations que nous avions, à Rome, dans le palais de Claude, où Chahéremon instruisait Néro. J'aimais ces conversations, parce qu'elles me ramenaient au jour qui avait précédé la mort de mon père, où celui-ci se sentait capable de déjouer les pièges de ses ennemis. N'était-il pas lui aussi fils de roi ? En revivant ce voyage qui nous conduisit jusqu'à Thèbes, autrefois la capitale d'un grand empire dont le cœur battait encore, je comprends les raisons qui avaient dicté à Auguste sa décision d'interdire à tout sénateur romain de pénétrer en Égypte. Il ne souhaitait pas qu'un aristocrate romain, en droit son égal, puisqu'il se disait seulement le premier des sénateurs, comprît toute la force de l'idée monarchique. Mais cette force était si évidente, si enivrante, que mon frère et moi en gardâmes à tout jamais l'empreinte et la nostalgie. La splendeur et la gloire des rois d'autrefois, nous les avions découvertes à Thèbes. Jamais je n'avais vu des constructions aussi grandes, des palais ou des temples, je ne savais pas trop, qui s'étendaient sur d'immenses espaces. Il y avait des cours d'allées, des bassins, et surtout des colonnades, des forêts de colonnes. Mais les colonnes là-bas sont beaucoup plus grosses que celles que l'on voit à Rome et que j'avais aperçues en Grèce. Au lieu d'être creusées de cannelures, elles sont entièrement sculptées de reliefs. Leurs chapiteaux ressemblent à des fleurs ou des plantes. Je ne savais plus si j'étais dans un palais ou dans un jardin touffu. Chahéremon nous expliquait la signification de toutes ces images, mais je ne l'écoutais guère, tant j'étais fatiguée par ces interminables promenades. Je retins seulement que des prêtres, depuis des milliers d'années, célébraient là des cérémonies destinées à concilier au roi, donc au peuple, de ce pays, la bienveillance des dieux. Cela je m'en suis souvenu pendant toute ma vie, que le bonheur d'un peuple dépend de celui d'un roi. Après avoir visité la très ancienne et très sainte ville de Thèbes, nous poursuivîmes notre navigation en remontant le Nil, et nous arrivâmes devant l'île de Philae. Là, je retrouvai ma chère Isis. Elle n'y était pas seule. Chahéremon me montra une autre déesse qui avait la tête d'une vache. Il me dit qu'elle s'appelait Hathor. Je ne compris pas très bien quelle parenté l'unissait à Isis. Chahéremon lui-même n'avait pas l'air d'être sûr de ce qu'il racontait. Je crus deviner que la déesse Hathor était devenue la femme d'Horus, lui-même fils d'Isis. Comme Isis, elle protégeait les mers. C'est à Philae aussi qu'avait été enseveli Osiris, l'époux d'Isis. À la vérité, me dit-il,
il y avait beaucoup d'endroits en Égypte où l'on montrait les tombeaux d'Osiris. C'était parce que la déesse avait voulu empêcher que le corps de son mari ne tombe entre les mains de leur ennemi, Seth. Alors elle avait élevé, un peu partout, des monuments, en prétendant que chacun d'eux était le véritable, celui où reposait le dieu. J'appris aussi, et Gaius avec moi, qu'Isis était en réalité la sœur d'Osiris, et qu'ils avaient une autre sœur, appelée Nephthys, qu'Osiris l'avait aimée, elle aussi, qu'elle avait aidé Isis à retrouver le corps d'Osiris que Seth avait tué, à rassembler ses membres, si bien qu'il fut possible de le reconstituer, et avec l'aide de Nout, la déesse du ciel, et celle de Ré, de lui rendre la vie. Je demandai alors à Shahé-Rémon pourquoi, si Osiris avait été ressuscité, on continuait à montrer ses tombeaux. Ma question, celle d'une enfant naïvement logique, ne l'embarrassa nullement. Il me répondit que les dieux n'étaient pas, comme les hommes, contraints de n'être qu'en un seul endroit, qu'ils pouvaient être à la fois morts et vivants, que ce mystère se répétait chaque année, qu'Osiris, lorsque le moment était venu, mourait vraiment. Les Égyptiens alors se lamentaient un peu partout sur les bords du Nil, dans les temples. Puis, Isis et Nephthys retrouvaient son corps, et Osiris reprenait vie, et tout le monde se réjouissait. Tout se passait dans l'univers des dieux. Ce que nous en voyions sur la terre n'en était qu'une image. Cette explication qu'il me donnait ne m'était pas vraiment intelligible, et je ne tardais pas à en oublier les mots, qu'il m'a répétés bien des années plus tard, au cours de nos conversations à Rome. Tels que je les entendis là-bas, sur l'île de Philae, ils ne faisaient guère que rendre plus épais le mystère que je devinais autour d'Isis. Je comprenais que la déesse avait existé, qu'elle avait été une vraie femme, comme ma mère, et puis que maintenant, elle continuait d'exister, mais ailleurs, que nos prières parvenaient jusqu'à elle. À cela, je ne trouvais aucune difficulté. J'en gardais seulement l'impression, vague, que certains êtres ne mourraient jamais. Mais que savais-je de la mort, ce mot que j'entendais si souvent prononcer autour de moi? J'avais vu parfois dans le jardin de notre maison, au Palatin, des oiseaux que je pouvais prendre, toucher, sans qu'ils s'envolent. Ils étaient immobiles, à terre, et leur corps était froid. Ma nourrice m'avait dit qu'ils étaient morts. J'avais compris que, plus jamais, je ne les verrais s'envoler, se percher dans le feuillage. Cela me rendait triste jusqu'aux larmes. Et voici que, dans ce temple d'Isis, on m'apprenait que la mort n'était pas toujours définitive. Que fallait-il penser? Mais c'était là de bien graves préoccupations pour une si petite fille, et je ne m'y arrêtais pas longtemps. Peut-être d'ailleurs me suis-je imaginé plus tard avoir réfléchi à tout cela en entendant Shahé-Rémon me conter l'histoire d'Isis et d'Osiris. Peut-être, à ce moment-là, n'était-ce pour moi qu'un beau conte, mais je n'en suis pas totalement sûre. La vue des monuments égyptiens, le sentiment d'un long passé, les inscriptions, dont il nous expliquait le sens et qui parlaient de rois conquérants, tout cela me préparait à comprendre, encore confusément, le déroulement du temps. Le plus souvent, il est vrai, je me contentais du présent, qui était fort agréable. Mais tout cela n'allait pas tarder à changer.